l'indépendance américaine en 1776, dont tout le monde sait. Et enfin, on va tirer un peu profit de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en France. Et si on regarde bien toutes ces constitutions, ont quelque chose, sur la forme du moins, porte essentiellement sur 70 à 80 articles tout au plus. Et pour les pays qu'on tente de pouvoir copier dans une certaine mesure, ils ne disposent que de ces nombres assez précis d'articles. J'ai ici la constitution qui a été promulguée en 1967, c'est la congolaise toujours, de notre époque, qui, elle, à l'époque, proposait à peu près 70 articles, donc dans le même élan que les autres constitutions, et qui a été faite par les Congolais. On peut lui reprocher beaucoup de choses par rapport au pouvoir énorme accordé à Mobutu à l'époque, mais néanmoins, sur les fonds, les droits fondamentaux et les restes, au moins l'approche de la forme est assez acceptable. Néanmoins, pour revenir maintenant sur les fonds en partie, puisque mon intervention va se limiter, va se focaliser plutôt plus particulièrement sur la nationalité. Puisque ce qu'il faut entendre par rapport à la Constitution, c'est quoi? C'est qu'elle est répartie en 3 grosses branches. Il y a d'une part la territorialité, il y a d'autre part la nationalité, le point central, le point d'ancrage, la charpente d'une constitution, c'est la nationalité et pas autre chose. Dès qu'on a les frontières, on essaie de savoir qui sont les gens à qui appartiennent ces terres qui couvrent toutes ces frontières, Et puis par la suite, viennent l'organisation des pouvoirs. Donc, dans ma première partie, je me suis limité à regarder un peu l'ambiguïté qui portait sur les textes lui-même. Je commencerai par l'article 4. Puisqu'il s'agit de la Constitution, rien que de la Constitution, enfin du projet de Constitution tel qu'il a été. J'aimerais, avant de pouvoir entamer là-dessus, signaler au passage que même les gens qui ont participé à la conférence nationale souveraine, telle que l'ANADER nous a expliqué, puisqu'ils en ont fait partie à l'époque, ils avaient conclu et souligné que ce qu'ils proposaient comme constitution éventuelle devait encore subir modification, c'est-à-dire c'était transitoire, jusqu'à ce qu'il puisse avoir un Parlement élu qui lui proposera au référendum un vrai, ou une vraie constitution plutôt. Contrairement à ce qui se passe actuellement, où on nous impose quelque chose, d'où ils disent, oui, il y aura des modifications, mais quel type de modifications? Puisque même les modifications éventuelles, la révision éventuelle de cette constitution est sujette à beaucoup trop de choses. C'est-à-dire qu'il y a des points de cette constitution qui ne peuvent pas être modifiés, qui sont inamovibles. Vous devez les retenir. Donc, je reviens par conséquent à l'article 4 qui dit « De nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ». C'est-à-dire que ce qui a été fait aujourd'hui, je vous signale qu'il s'agit de 25 provinces plus la capitale, déjà, et ce ne sont pas des provinces, ce n'est pas l'autonomie, c'est plutôt des entités politiques avec tout ce que peut comporter une entité politique en termes de compétences dans toutes les matières. C'est ça la grande contradiction que vous verrez entre les articles différents qui donnent d'une part la compétence au pouvoir central et donnent la même compétence aux pouvoirs provinciaux. Il y aura dorénavant des gouvernements provinciaux. C'est fini l'histoire d'avoir un gouverneur seulement, il y aura des gouvernements provinciaux. Donc, dit ceci, de nouvelles provinces et entités territoriales peuvent être créées par démembrement ou par regroupement dans les conditions fixées par la Constitution et par la loi. Ils vont tout le temps se défalquer entre parenthèses sur la Constitution et la loi, qui ne veut rien dire, au fond, pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, les gens qui vont se trouver à l'étroit dans certaines frontières peuvent encore réclamer de pouvoir découper encore un peu plus pour se trouver un peu plus seuls. Suivez mon regard. Là, ça, c'est l'article 4. L'article 9 dit ceci. L'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur les sols, les sous-sols, les eaux et les forêts, sur l'espace aérien, fluvial, lacustre, maritime, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur les plateaux continentaux. Les modalités de gestion et de concession du domaine de l'État visées à l'alinéa précédent sont déterminées par la loi. Pour une première fois, dans notre République, l'État exerce une souveraineté. L'État n'a pas la souveraineté, il l'exerce. Il ne l'a plus. Ça veut dire quoi en termes juridiques? Lorsqu'on exerce
une responsabilité, on ne fait que l'exercer, on ne l'a pas. Chaque entité comporte ce qu'on appelle l'animus, c'est-à-dire l'âme de la chose, et le corpus, c'est-à-dire le corps de la chose. Exercer, ça veut dire avoir un droit de faire quelque chose, tout simplement, sans pouvoir ça vous appartient, la possession. Donc, l'État congolais aujourd'hui, l'État central, n'a pas la possession, a juste les droits de pouvoir exercer un certain regard là-dessus, jusqu'à ce qu'on puisse lui retirer à tout moment. C'est-à-dire, ce sont les entités fédérées, entre autres, soi-disant découper les provinces en question, qui ont la vraie souveraineté sur ce qui gèrent. Et d'ailleurs, au niveau des articles 204 et 205, vous verrez très bien qu'il y a une litanie de compétences qui sont accordées, mais de façon quasi paritaire, entre l'État central et l'État et les circonscriptions fédérées. Donc là-dessus, la loi Bakajika tombe, on l'oublie, c'est fini, terminé. Alors que l'État avait tous les droits de pouvoir disposer de toutes les choses se trouvant, de tous les territoires comme il l'entendait, pour les besoins des raisons majeures de l'État, on pouvait dire, voilà, monsieur, vous sortez de votre maison, ça appartient à l'État, on va compenser, point à la ligne. C'est comme ça. C'est ça, les États du monde. Aujourd'hui, les Congo, ce n'est pas le cas. Ça change. On passe à autre chose. L'État n'a pas le droit de pouvoir dire, voilà, on vous déloge des Goma aujourd'hui, vous partez ailleurs parce qu'on a besoin de Goma pour faire telle activité, pour l'intérêt général. Non, on ne peut plus le faire. L'article 72. Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle s'il ne remplit pas les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine. On va y parler dans la deuxième partie, puisque toute mon intervention, enfin, s'est focalisée, comme je l'ai dit en préambule, sur la nationalité. Être âgé de 30 ans au moins. Ça, c'est ce que prévoit la Constitution à venir, mais les dispositifs actuels par rapport à ce qui va se passer aux élections à venir, c'est-à-dire l'année prochaine, si on accepte cette Constitution, sont qu'il faut être âgé de 45 ans révolus, sauf pour ceux qui sont déjà en responsabilité, qui peuvent ne pas avoir, enfin, qui ont un passe-droit extraordinaire, 45 ans, pas 45 ans, ils doivent passer, ils ont droit. Les autres, non. Donc on est dans un pays où on personnalise carrément les droits et fonction de celui qui a le pouvoir, la notoriété actuelle. Pour les restes, je passe outre. Et là-dessus, en fait, j'aimerais revenir quand même, pour ne pas dire de passer outre encore, sur les projets portant sur la loi de la nationalité. On a eu à discuter à une occasion qui nous avait été donnée, puisqu'on avait convoqué les juristes congolais résidant en Europe. J'ai été convié à cette réunion en tant que juriste aussi, pour discuter de l'opportunité de cette loi, du fond aussi de la forme. La loi, le projet de loi sur la nationalité. Néfaste et médiocre. Je vous dirai pourquoi lorsque j'entendrai cette partie-là. Néanmoins, quant au préjudice qui porte aussi sur cette histoire des compétences, l'article 204, j'ai relevé au passage quelques alinéas pour ne pas prendre tout, puisqu'il y en a une litanie, je vous dis, c'est plus de 30 à peu près. Sans préjudice des autres dispositions, nous dit l'article 204 de la présente Constitution, les matières suivantes sont des compétences exclusives des provinces. L'application des normes régissant l'état civil. Donc, dorénavant, l'état civil est régi par les provinces. Dorénavant, l'état civil est régi par les provinces. On nous dit qu'on va corriger. Ça, ce n'est pas des choses à corriger par la suite. Ce sont des énormités. L'état civil est géré et régi de façon exclusive par les provinces. Donc, la manière dont on va devoir former un mariage sur le fond et sur la forme au niveau du Kasaï éventuellement, sera complètement différente de celle du Bas-Congo, aussi différent du Olomami, qu'est-ce qu'on dit, Olomami et tout ça, ça sera aussi différent. Mais dites-vous bien maintenant, lorsqu'on est en face d'un étranger, puisque ce qui porte sur l'état civil, c'est ce qui intervient dans le cadre de ce qu'on appelle le droit international privé. On se trouve être en Belgique, la première chose, la plupart d'entre nous ont été confrontés à ces situations-là. Pour un mariage, il faut qu'on puisse regarder les conditions des formes, quand vous avez contracté au Congo, des formes plutôt par rapport au Congo. On va d'abord regarder si ça a été respecté. Mais quelles règles va-t-on suivre? De l'État central? Des entités fédérées? Quel type de règles?
En fonction de quoi? Et quand un type du Bas-Congo doit se marier à une fille du Kasaï, comment ils vont devoir faire? Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se permettre de pouvoir dire on donne l'état civil, l'exclusivité de l'application de l'état civil à une entité fédérée? Même aux États-Unis, ça ne se passe pas comme ça. Ce qui veut dire quoi? Tout simplement, cette compétence appartient à un pays, à un État. Alors, on reconnaît implicitement la compétence étatique à cette entité fédérée. Ajoutons à cela, on nous parle, c'est la Constitution, je vous signale, l'organisation du petit commerce frontalier. On est dans la Constitution. Organisation du petit commerce frontalier. De quoi s'agit-il? De quelles frontières parlons-nous? Donc, il va y avoir des frontières internes au Congo, alors qu'ici en Europe, on voit déjà qu'on parle même plus de frontières entre États. Au Congo, on va créer des frontières internes, ou bien on nous parle d'autres frontières dont on ne sait pas nommer ici. On pourra faire des petits commerces, du genre un peu de coltan par ici, un peu d'or par là. Enfin, on sait de quoi il s'agit, on l'a vu. Le point 13, l'alinéa 13, porte sur l'enseignement maternel, primaire, secondaire, professionnel et spécial, ainsi que l'enseignement aussi revient à l'entité. C'est-à-dire que les diplômes en question seront en fonction de l'endroit où se trouve l'école. Les diplômes qui viennent de la Wallonie, par exemple, pour ne souligner que ça, puisque dans un État fédéré, ne sera pas reconnu en Flandre selon que la France sera d'accord ou pas. Bien, c'est un peu ça. Et c'est la compétence provinciale. L'élaboration des programmes miniers, bah oui, ça, il fallait y venir. On parle des mines dans une constitution, du jamais vu. On parle des mines dans une constitution. On parle de commerce, de mines et tout ça dans une constitution. C'est vous dire où est-ce qu'on va. On est au-delà de la médiocrité. On est dans la bassesse la plus profonde. L'élaboration des programmes miniers, minéralogiques, industriels, énergétiques d'intérêt provincial, et leur exécution conformément aux normes générales du planning national. Enfin, il y a aussi autre chose que je n'ai pas pu souligner parce que, bon, par précipitation, portant sur la loi pénale. Chaque province aura sa loi pénale. Et oui, toujours 204. Allez voir, ce sont les textes, ce n'est pas le mien. Puisqu'on a dit qu'on devait parler du texte, rien que du texte, et pourquoi on doit dire non. Et enfin, je vais devoir passer à mon point d'ancrage qui est la nationalité congolaise. Voilà ce qu'on nous dit concrètement. L'article 10. La nationalité congolaise est une et exclusive. Elle ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. Et congolais d'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique dont les personnes et les territoires constitués, ce qui est devenu le Congo, présentement la République démocratique du Congo, à l'indépendance. Une loi organique détermine les conditions de reconnaissance d'acquisition des pertes et des recouvrements de la société congolaise. Bien, dissèquons ça maintenant, concrètement, ça veut dire quoi? Puisqu'on nous a dit qu'il fallait expliquer aux non-juristes et aux non-politiciens et à la population congolaise, ce qui n'a pas été fait au Congo aujourd'hui. Qu'en est-il exactement? On prend le premier point. Ça réalise ce que j'ai dit toujours en préambule. La nationalité congolaise est une exclusive. C'est-à-dire qu'on ne peut avoir que la nationalité congolaise, pas une autre en plus. Comme les Français, comme les Américains, comme d'autres nations les plus fortes possibles qui ont 2-3 nationalités pour une raison majeure. Je prends l'exemple de la France que je connais mieux, où il est repris que normalement, on peut avoir d'autres nationalités, mais par une jurisprudence qui s'appelle la jurisprudence Cassapian, qui permet à ce qu'il y a primauté de la nationalité française dans les cas où il y a conflit de nationalité. Bien. Depuis 90 à aujourd'hui, même un peu avant, toute l'activité économique congolaise est subventionnée en partie par la diaspora qui est à l'étranger, qui pour la plupart a une autre nationalité pour la facilité. Donc les gens qui participent, j'aimerais souligner par ailleurs aussi que les derniers rapports soulignaient qu'il y avait 3 milliards de dollars qui avaient été envoyés cette année-ci par la diaspora vers le Congo. Ce qui permet qu'on puisse envoyer nos petites cousines, nos petits neveux qui sont restés au pays à l'école, qu'on puisse venir aux besoins médicaux de toutes les familles et tout ça. Enfin, toute la vie, puisqu'il n'y a aucune activité économique au pays, toute la vie du pays dépend de cette minorité
de la diaspora qui se trouve à l'étranger, qui pour la plupart ont une autre nationalité. Mais à ceux-là, on le dit, non, vous n'avez pas le droit de revenir ici, de réclamer, de jouir du droit d'être congolais, on va vous donner un statut spécial. Ça, c'est un point qu'il faut retenir. La nationalité congolaise est soit d'origine, soit d'acquisition individuelle. On dit acquisition individuelle. Qu'en est-il de l'origine? On dit l'origine, toute personne appartenant au groupe ethnique, dont les personnes et territoires constitués, c'est qui est devenu les Congo, c'est-à-dire en 60. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci, c'est que nous existons à partir de 60, en tant que Congolais. Avant, on n'a pas existé. Donc, oubliez tout ce que vous savez sur l'histoire et tout ça. Du 185, conférence de Berlin, on a tracé les frontières pour dire, voilà, dorénavant, l'État indépendant du Congo existe, et ce sont les Congolais à qui appartient cet État-là. C'est gouverné actuellement par Léopold II parce qu'il a un mandat donné par les concerts des nations. Non, c'est fini, il n'y a rien eu. Il y a eu la colonisation, non, il n'y a rien eu. 60, on commence par là. On est Congolais à partir de 60. Donc, tu es chinois, tu étais où en 60? J'étais au Congo, d'accord, tu es Congolais. D'origine, donc tu peux devenir président de la République. Tu as droit, puisque c'est la condition pour devenir président de la République, il faut avoir été Congolais d'origine, c'est-à-dire en 60. D'accord. T'es fils du Chinois, oui, tu étais là, oui, c'est bien. Voilà où est-ce qu'on est en train de partir. Aujourd'hui, on n'aura pas droit juridiquement de réclamer à la Belgique les comptes sur Léopold II, ni sur la période coloniale, du simple fait qu'on n'est pas Congolais avant cette période-là. On l'est devenu après. Donc, cette entité gérée par les Belges autant que par Léopold II, c'était d'autres personnes, ce n'était pas nous. Donc nos grands-parents, tout ce qui est comme structure des martyrs, y compris ceux de 59, ne sont pas comptabilisés. C'est fini, on oublie, on passe à autre chose. Et on nous dit qu'on va devoir porter correction par rapport à ça, on va réviser les cas échéants. Ça pose un sérieux problème. Et ce qu'il faut sincèrement retenir encore un peu plus, c'est que pourquoi, au fait, cette disposition? J'ai dit que la Constitution doit porter sur 3 objets principaux. D'une part, les territoires, les limites. En deuxième lieu, la nationalité. Et enfin, l'organisation de pouvoir. Mais la nationalité est l'ancrage, le point central même. Si on ne sait pas qui est Congolais, on ne peut pas avancer. Voilà pour les raisons que je viens d'évoquer. Et plus particulièrement pour la raison qui porte sur la nationalité, il faut absolument rejeter ça. Et au Congo, ils doivent absolument rejeter ça. S'ils ne rejettent pas ce qui est convenu de pouvoir avoir un peu partout, c'est-à-dire que depuis qu'on a lancé après la perestroïka, on a vu que, bon, partout la communauté internationale intervient pour mettre en place ce qu'on appelle la démocratie internationale aujourd'hui. Dès qu'on est lancé dans le processus, c'est toujours les oui qui l'emportent. C'est comme si, par hasard, le monde entier était d'accord de dire oui à tout et n'importe quoi, dès lors que la communauté internationale était d'accord. Non, chez nous, ça sera non. C'est pas parce que les urnes pourront éventuellement dire oui, et oui dont les gens ne savent même pas pourquoi. Puisqu'ils nous disent eux-mêmes que les gens ne savent même pas pourquoi ils vont devoir aller voter. Ils ne savent pas pourquoi ils sont appelés au référendum. Ils ne sont pas au courant. Moi, j'ai des grands-parents qui résident un peu plus au fond là-bas, du Kasaï, tout proche de la frontière angolaise, qui ne sont pas au courant. Déjà, on ne peut pas les joindre au téléphone, on ne sait même pas de quoi il s'agit. On va leur dire, écoutez, vous devez voter oui. Mais pourquoi dire? C'est quoi cette histoire-là de oui? Oui, mais oui, pour qu'ils ne puissent pas avoir de troubles. Ah bon, c'est pour ça? Écoutez, on va dire oui alors. Ils ne savent pas pourquoi ils vont dire oui. Il y a une mauvaise foi manifeste dans la démarche. On ne peut pas contracter de mauvaise foi. Or, aujourd'hui, ils sont en train de nous dire, nous allons contracter de mauvaise foi. De toute façon, on est venu par les armes. On ne va pas se gêner à pouvoir contracter de mauvaise foi. Voilà un peu la situation concrète de notre pays. Alors, je voudrais savoir, quelle est l'alternative qu'ils apportent au cas où leurs prévisions n'auraient pas été remplies? Un petit détail, il a parlé de la Constitution en ce qui concerne la nationalité, qui d'après lui dit que notre Constitution voudrait faire remonter la nationalité en 1960, dans la mesure où on dit que est Congolais, celui dont les descendants, je crois, ou les ancêtres étaient Congolais en 1960. Il dit la nationalité remonte en 1960. Mais je crois qu'il y a quelque chose là-bas qui n'est pas assez clair à mon avis, parce que quand il dit qu'on voudrait remettre tout en 1960, il oublie qu'avant 1960, on a parlé d'une entité institutionnelle qui s'appelait le Congo belge et le Rwanda-Urundi. Alors, à mon avis, il est tout à fait normal qu'on puisse remonter la nationalité en 1960, parce qu'à partir de cette date, le Rwanda-Urundi ne faisait plus partie du Congo. Alors, dire qu'on veut faire remonter notre nationalité en 1960, à mon avis, est incorrect.
Là, j'ai un foisonnement de questions. Je voudrais en parler, les poser en une fois et me taire, peut-être mourir. À qui profite ce projet de constitution? Si, demain et après-demain, les Congolais disent oui à cette constitution, à ce projet de constitution, quels sont les pièges insurmontables qui le recèlent? En d'autres termes, je voudrais savoir quels sont les heurts et les malheurs de ce projet de constitution. D'autant plus qu'il me semble qu'il y a une vacatio legis, c'est pendant une période de 5 ans, on ne devra pas amender ce projet de constitution, on ne devrait pas y toucher. Et si nous avons un Parlement sorti des urnes après les élections, à quoi servira ce Parlement-là, qui ne peut pas légiférer, qui ne peut pas amender un texte qui régit la nation? Est-ce qu'on procède par la détermination, le choix d'un texte qui régit un peuple avant d'avoir un Parlement? Est-ce que c'est logique de procéder de cette manière-là? Vous appelez la population à aller voter pour dire non, sachant que le pouvoir en place n'a pas besoin que la population dise oui ou non, mais que la population se mobilise pour aller vers les urnes, parce qu'ils vont transformer ce que la population va faire, va dire. Que la population dise non, ils vont dire oui. Ne trouvez-vous pas qu'il serait judicieux d'appeler la population à ne pas aller voter, pour ne pas donner l'occasion à ces gens que vous avez qualifiés de tous les noms d'oiseaux, de ne pas se targuer de toute autre responsabilité et pouvoir sur le Congo? Ils sont aux responsabilités par les armes pour ceux qui sont avec eux. Je ne sais pas s'ils y ont participé aussi concrètement ou pas. On a entre 4 à 6 millions de morts de leurs faits.